Non, je pense que c'est une mauvaise idée en fait. Au parc de la Tête d'Or, il y a 9000 arbres. Ils vont construire 30 parcs de la Tête d'Or quand même. On doit pouvoir faire mieux avec ce qu'on a aujourd'hui. La question, c'est qu'est-ce qu'on met sous ce mot-là? Qu'est-ce que c'est qu'un RER à la lyonnaise? Les gens sont prêts à payer des impôts. Moi, j'en suis convaincu. Nous, on est convaincus qu'il faut résilier le contrat Rhône Express. C'est un contrat de concession illégal. T'as vu Éric Lefond, première? Bonjour Monsieur Lefond. Bonjour. Vous êtes candidat 100% citoyen à la métropole de Lyon. On a sélectionné 4 points dans votre programme qui nous semblent être les plus importants. Vous souhaitez d'abord améliorer la qualité du service public et la qualité de vie des citoyens également. Cela passe par exemple par une végétalisation de la ville de Lyon et de la métropole. Et vous voulez également construire des aérotrams que vous jugez moins coûteux en construction et en prolongation qu'un métro. Vous faites liste commune avec Denis Broliquier. Pourquoi lui et pas un autre? Alors tout simplement parce que Denis Broliquier, qui est un élu sortant, puisqu'il était maire du 2e arrondissement, a choisi de s'affranchir des partis politiques. Denis faisait partie de la galaxie des partis, on va dire, au centre, historiquement. Il s'avère que ces partis-là soutiennent plutôt Gérard Collomb, et que, de par le passé, Denis Broliquier avait fait alliance avec la droite, qui historiquement à Lyon a souvent été une alliance classique entre les centristes et la droite. Mais cette fois-ci, il a souhaité être indépendant dans cette campagne, considérant qu'il avait des idées différentes à apporter, un projet différent à apporter pour la ville. Nous-mêmes, on était engagés sur une démarche indépendante depuis le mois de septembre. Donc, on s'est dit que 2 listes indépendantes sur le territoire, ça valait le coup de discuter. Et donc on a confronté nos projets respectifs et on s'est rendu compte qu'on partageait un certain nombre d'orientations, de propositions, et que du coup on serait plus forts ensemble pour pouvoir participer à ces 2 élections, puisque je rappelle ici que dimanche, les gens voteront 2 fois le même jour. On entend dire des fois que les gens disent il y a un premier tour et puis un 2e tour plus tard. Non, c'est 2 fois le même jour pour à Lyon leur arrondissement, à l'extérieur de Lyon leur commune, et puis pour la métropole, donc avec un découpage de la métropole en 14 territoires, 14 circonscriptions. Voilà. Donc les gens voteront bien 2 fois. Du coup, Denis est notre candidat à la ville, et moi, je suis le candidat pour la présidence de la métropole sur l'ensemble du territoire métropolitain. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas décidé de continuer liste seule? C'était plus intéressant de vous allier dans un contexte électoral où vous avez, on va dire, des partis classiques qui passent leur temps à se diviser, à Lyon particulièrement, parce que vous avez des dissidences de partout, il nous a semblé alors symboliquement très fort de dire regardez, nous on est capable de se rassembler pour servir les intérêts des Lyonnais. Donc ce n'est pas des batailles de chapelle ou de clans, on se rassemble sur un projet. Et moi j'ai la conviction que la politique devrait être plus simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un projet qui se décline avec des propositions sur lesquelles on reviendra, on le confronte aux autres. Si on trouve des gens qui ont un projet similaire, éventuellement on peut travailler ensemble. C'est ça qui fait la maille entre 2 candidats, c'est le fait d'avoir un projet ensemble. Et puis ensuite on va dans les électeurs, et les électeurs ils choisissent idéalement le projet qui leur paraît le plus pertinent. Malheureusement, je sais que ça c'est une vision un peu idyllique et que la politique ne fonctionne pas tout à fait comme ça, et que les gens sont souvent plutôt rassurés par des étiquettes ou des marques ou des postures. Et je pense malheureusement que ça affaiblit la démocratie. C'est-à-dire qu'il faudrait que les candidats portent des projets plus riches et que les électeurs fassent davantage attention à ces projets plutôt qu'à des marqueurs symboliques. Voilà. Pour moi, idéalement, la démocratie fonctionnerait mieux avec ces éléments, mais je me bats avec les outils qui sont les nôtres. Donc nous, on essaye d'apporter un projet complet sur le territoire, sur l'ensemble des sujets qui nous intéressent au quotidien, avec un partenaire qui est l'équipe de Positivons Lyon, sur Lyon, et puis d'autres, parce que sur Vénissieux, on est avec une autre liste indépendante, sur Rieux identique, etc. Voilà. Donc on s'est associé à des acteurs qui avaient envie de porter un projet local sur leur territoire. Et est-ce que vous pensez que l'effet Macron qu'on a eu aux dernières présidentielles, avec un parti qui a émergé de nulle part, on va dire, est-ce que vous pensez que c'est la fin de ces partis traditionnels et que vous avez votre chance en tant que plus petit parti qui n'est pas là depuis très longtemps et qui est installé dans la vie politique? Est-ce que vous pensez que vous avez plus de chance grâce à ça? En tout cas, ça fait partie
ce qu'on espère avoir comme réponse électorale. Dans la démarche d'Emmanuel Macron en 2017, il y a un message très fort autour du renouvellement, auquel, voilà, au moins un quart des Français qui ont adhéré au premier tour. Force est de constater que cette promesse, elle a été trahie. Que les lois sur le non-cumul n'ont pas été votées, les lois sur la moralisation des politiques n'ont pas été votées. Voilà, et c'est de renoncement en renonçant que finalement la promesse initiale a disparu. Nous, il nous semble que cette promesse, elle est pertinente, on a besoin de renouveler le personnel politique, pas simplement pour je dirais, faire du dégagisme, mais aussi parce que notre conviction, c'est que quand on passe trop de temps dans ce mandat de représentation, qui est celui d'être élu, on n'a plus l'imagination nécessaire pour apporter des solutions adaptées à l'époque. On n'a plus la capacité à se remettre en question. Je pense que pour ça, il faut ressortir de la politique, retourner à la vie civile, à la vie réelle, éventuellement revenir plus tard. Mais il faut se réoxygéner en sortant de cet environnement finalement assez clos qu'est la vie politique. Et mon constat ici, c'est qu'on a affaire à des gens qui, que ce soit dans la majorité ou dans ceux qui se présentent comme opposition aujourd'hui, des gens qui, grosso modo, gouvernent depuis très longtemps et qui, aujourd'hui, n'ont plus du tout d'idées modernes, d'idées neuves pour apporter des solutions aux habitants, pour faciliter le quotidien. Voilà, donc oui, j'espère que ce message de renouvellement sera entendu, pas simplement parce qu'on est nouveau, mais aussi parce qu'on a des idées différentes. Vous êtes enseignant à l'université de Lyon 2, vous êtes enseignant en droit. Est-ce que vous pensez que ça peut être compatible avec une posture politique? Dans quel sens? En termes de quoi? De droit de En réserve, termes d'emploi du temps, Ok. Oui. Alors, en l'occurrence, en plus, moi je ne suis pas seulement enseignant, j'ai une autre activité professionnelle à côté, mais peu importe. Ce dont je suis convaincu, c'est que quand vous exercez des mandats comme président de la métropole, ou maire de Lyon, ou vice-président de la métropole, ou adjoint à la ville de Lyon, ou maire de Villeurbanne, peu importe, vous ne pouvez faire que ça. Il faut arrêter sa vie professionnelle. Donc vous quitterez votre emploi Oui, je mettrai en suspens mon parcours professionnel pour mener à bien ce mandat de représentation, parce que moi j'ai la conviction que d'une part, c'est nécessaire aujourd'hui, parce que ce sont en fait des activités qui dépassent de très loin les 39, 35 heures, 39 heures, 40 heures, enfin peu importe. Moi je pense que c'est 60, 70 heures par semaine, parce qu'en fait vous êtes au service de la population. Donc ça ne s'arrête jamais en fait. Alors bien sûr qu'il faut dormir, mais fondamentalement, voilà, c'est une activité de plus que temps plein. Raison pour laquelle je suis convaincu qu'on ne peut pas cumuler ces mandats avec d'autres, et que tous ceux qui cumulent nous mentent collectivement sur la réalité de leur mandat. Et je pense que ça nous coûte très cher ça. Ça étaye ce sentiment partagé que la politique c'est nul, ça sert à rien, ils font ça pour l'argent, etc. Moi je pense que l'immense majorité des élus font ça plein de bonne volonté, mais que malheureusement, les quelques-uns qui cumulent plusieurs mandats, effectivement, ont perdu le fil de leur engagement. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles moi je pense qu'on doit exercer pleinement ces mandats, mettre entre parenthèses sa carrière professionnelle, et puis, après 1 ou 2 mandats, on repart à la vie professionnelle avec une expérience qui aura été très riche, qui aura beaucoup apporté aux personnes qui ont exercé ce mandat. Et je crois aussi que c'est une nécessité aujourd'hui. Je crois qu'on a besoin d'avoir des représentants qui soient impliqués, exemplaires, qui s'attachent à ce que leur fonctionnement quotidien soit très transparent. Les élus ont en charge de l'argent public, on doit savoir à quoi sert cet argent. On a besoin de refabriquer la confiance avec les électeurs, avec les citoyens. D'une façon générale, on est dans une société de défiance. Les gens ne croient plus beaucoup aux institutions, plus du tout aux élus, et ça, malheureusement, c'est pas très porteur de sens. Et je crois qu'on a besoin de refabriquer la confiance, et pour ça, il va falloir que les élus montrent l'exemple. Malheureusement, on a chaque semaine une histoire qui sort dans la presse d'un élu qui a détourné de l'argent, qui a utilisé des moyens matériels à des fins personnelles, etc. Au total, ça fait peut-être que 55 personnes, enfin 52 personnes de l'année, quoi, ou une soixantaine. Mais comme c'est omniprésent, les gens ont le sentiment que c'est partagé. Alors moi, je pense que c'est pas partagé. En revanche, je pense que tous ceux qui font ça, ils devraient sortir. C'est-à-dire qu'on doit être extrêmement exemplaire quand on est élu. Et donc vous êtes contre la professionnalisation, entre guillemets, de la vie politique? Oui, ça c'est un mythe qui est né dans les années 80, mais qui au final n'a abouti qu'à fabriquer une caste de professionnels du mandat
qui sont renouvelés parce que les appareils politiques maîtrisent les mécanismes d'investiture, de règles électorales. Pour autant, au bout d'un moment, ils sont plus très bons, en fait. Et je pense qu'à Lyon, on a un bon exemple. C'est-à-dire qu'on a un maire qui aime beaucoup sa ville, qui est très impliqué, très investi, mais qui, au terme du deuxième mandat, était à court en termes d'idées d'homme. Et le troisième mandat a servi à rien, et la prolongation, la volonté de prolonger ce mandat sera stérile. Parce qu'on voit bien dans le peu de projets qu'il met en avant, en fait, il ne fait que ressasser des vieux trucs. Et ça, c'est naturel. Je pense qu'au bout d'un moment, on est épuisé par la pratique du pouvoir. Et faute de règles, moi j'aimerais bien qu'il y ait une loi qui interdise strictement le temps de mandat. C'était une des promesses de Macron, rappelez-vous. Comme pour les présidents. Exactement. Voilà. Malheureusement, ils ont renoncé à ça, et en matière, je crois que tant qu'on n'a pas de loi, on aura des gens qui tireront la corde jusqu'au bout. Avec ce que ça génère aujourd'hui de division interne dans des partis, etc., de confusion électorale, et c'est terrible, parce que ça ne peut qu'inciter les électeurs à ne pas voter, ou à voter de plus en plus extrême, avec l'illusion qu'avec des partis très autoritaires, on réglera les questions. Vous avez un autre souhait, vous évoquez un autre souhait dans votre programme, c'est la végétalisation des villes. Comment est-ce que concrètement vous comptez vous y prendre ? Alors, c'est intéressant de voir combien la question de la préservation du climat et de l'environnement s'est imposée dans la campagne municipale. Alors, c'est le fruit d'une multiplication de signaux de la part des scientifiques pour dire l'heure est grave, le climat change, on est dans un réchauffement global, ça aura des impacts très lourds sur notre quotidien, voire ça pourrait obérer la vie sur Terre à terme. Du coup, tout le monde a dit on va nous aussi voir localement comment on peut faire. Ce que je trouve plutôt intéressant de se dire comment localement on peut essayer de contribuer à préserver le climat. Mais du coup, on a droit à des choses un peu folkloriques. On a des candidats qui vous promettent à Paris et à Lyon des Central Park. Quand on connaît la taille du Central Park, il faut qu'on nous indique quel quartier on va raser sur le territoire quand même. Ou d'autres qui vous promettent 500 000 arbres ou 300 000 arbres. Pour la culture générale de vos spectateurs, au parc de la Tête d'Or, il y a 9 000 arbres. Voilà. Donc les candidats qui vous en proposent 300 000, ils vont construire 30 parcs de la Tête d'Or quand même. Moi, il faut qu'on m'explique où est-ce qu'on les met sur le territoire. Donc tout ça, en fait, est juste de la com. L'enjeu de réintégrer la nature en ville passe par l'optimisation des surfaces dont on dispose, et en l'occurrence, on n'a plus beaucoup de place au sol, donc on peut faire un peu mieux, on peut un peu mieux aménager, on peut un peu récupérer l'espace pour planter quelques arbres, mais fondamentalement, c'est sur le bâti qu'on va devoir végétaliser. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, l'acteur public doit montrer l'exemple, la métropole, les villes, doivent équiper les bâtiments publics avec des toitures végétalisées, avec des arbres en façade éventuellement, avec des arbres dans les cours d'école, dans les cours de collège. Voilà, la métropole de Lyon, je ne sais pas où vous voyez à quoi ressemble le bâtiment, celui qui est rue du Lac, là dans le 3e. Bon, c'est un énorme bloc en béton, années 70, tout plat au-dessus. Bon, on attend la toiture végétalisée, quoi. Enfin, c'est quand même pas très compliqué à mettre en œuvre. Et donc ceux qui professent aujourd'hui, moi j'aimerais bien qu'ils fassent avant de professer, qu'ils montrent l'exemple et qu'ils entraînent ensuite le territoire avec eux. Et puis, une fois qu'on a montré ça, on passera à une phase réglementaire. C'est-à-dire qu'on dira que demain, il n'y aura pas de construction d'immeubles à Lyon sans façade et ou toiture végétalisée. Voilà. Techniquement, aujourd'hui, on sait faire. Il y a des architectes dans le monde entier qui commencent à travailler sur ces enjeux-là. Ça a un enjeu en plus énergétique sur la qualité des immeubles, donc c'est pertinent. Mais voilà le procédé auquel on aura recours. C'est-à-dire qu'il faudra effectivement équiper petit à petit toutes les constructions d'une dimension végétale. Et c'est comme ça qu'on réintroduira la nature en ville. Il y a plein d'autres outils qu'on pourra utiliser, mais ça sera l'outil le plus marquant. Et ça donnera une signature pour Lyon, d'avoir des toitures végétalisées et des façades végétalisées aussi. Donc pour vous, pas question de déplacer la gare de Perrache, par exemple, pour faire un Central Park à Lyon. Voilà, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je crois que les Parisiens qui avaient eu droit à cette idée s'en sont rendus compte aussi que ça n'avait aucun sens. Vous souhaitez améliorer le service public. Comment ? Alors, je ne sais pas ce que vous avez pu lire précisément en la matière. Notre message, c'est de dire qu'aujourd'hui, on doit améliorer le service au quotidien dans les villes. Ça fait 20 ans qu'on travaille ici beaucoup sur le rayonnement, l'attractivité, le dynamisme du territoire.
beaucoup d'efforts ont été entrepris avec des résultats, hein, avec effectivement le fait qu'il y a des entreprises qui veulent venir à Lyon, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent venir à Lyon. Voilà, il y a cet effet d'appel qui est réel. Il est temps de mettre autant d'énergie dans le service quotidien parce que cette attractivité, elle a des conséquences sur le territoire et on est court en termes d'infrastructure. D'infrastructure pour pratiquer le sport au quotidien, d'infrastructure de transport. Voilà, sur tous ces sujets-là, on est en tension aujourd'hui. Parce que on a densifié la ville, il y a plus d'habitants, donc du coup il y a une demande plus forte de services, il n'y a pas assez d'écoles, il n'y a pas assez de collèges, voilà, parce qu'on n'a pas mis en fait l'investissement nécessaire pour avoir, je dirais, le verso de cette attractivité. Le verso, c'est que les gens viennent, mais s'ils viennent, ils veulent vivre correctement dans le territoire, et donc il faut qu'il y ait plus de services. Voilà. C'est de ça dont on parle, hein. C'est du service au quotidien, sur lequel aujourd'hui on doit mettre l'accent pour effectivement que le quotidien à Lyon soit plus facile pour se déplacer, pour accéder aux écoles, aux collèges, voilà. Les mairies d'arrondissement sont aujourd'hui des guichets naturels pour accéder aux services publics du territoire. Elles sont très maltraitées, parce que la ville de Lyon fonctionne de façon très centralisée. Il y a un risque réel de voir que la métropole devienne un monstre bureaucratique qui soit très éloigné des territoires. Voilà, donc il y a des enjeux très forts là-dessus. Nous, on en est conscients. C'est la raison pour laquelle on évoque cet enjeu-là, faire en sorte que le service que propose l'acteur public au quotidien aux habitants soit de meilleure qualité demain et qu'on investisse dans les moyens matériels pour que ça fonctionne. L'exemple des transports, c'est un bon exemple. Vous prenez les transports en commun, j'imagine, tous les jours. Vous savez que sur certaines lignes, on est à saturation complète. Qu'on empile les gens dans le métro, dans le tramway, et qu'on ne peut pas dire aux gens de ne pas prendre la voiture dès lors qu'on ne leur offre pas un service de transport en commun de qualité. Donc raison pour laquelle nous, on pense qu'il faut aujourd'hui développer le réseau, faire émerger une nouvelle génération de transport en commun. Vous l'évoquiez tout à l'heure, l'aérotram, qui est la technologie du transport par câble, qu'on maîtrise parfaitement en France. Toulouse est en train de mettre la première grande ligne en place. Lyon est peut-être pionnière, on sera que deuxième dans la matière, mais on est une ville à 3 collines. Donc des reliefs naturels qui incitent à utiliser un autre type de déplacement. Et pour nous, cet autre type de déplacement, il a 3 avantages. Le premier, c'est qu'on met en place ça rapidement. En 3-4 ans, on monte une ligne. Alors qu'un métro, il faut 12 voire 15 ans pour en créer. Deuxièmement, ça transporte autant de gens qu'un métro. Il y a un projet de métro là, qui est ressorti des cartons pour relier le centre-ville à l'ouest lyonnais. C'est un projet qui est calibré pour 60 000 personnes par jour. Avec l'aérotram, on emmène 4 à 5 000 personnes par heure et par sens. Ce qui veut dire que dans la journée, en fait, on emmène autant, voire plus de monde que sur le projet de métro. Et enfin, et ce n'est pas une estimation de ma part, hein, ce sont des chiffres qui sont connus et reconnus, c'est 10 fois moins cher que le métro. Voilà. L'aérotram, c'est autour de 20 millions du kilomètre. Le métro, c'est 200 millions du kilomètre. Voilà. Donc on sait très bien aujourd'hui qu'on n'a pas les moyens de financer ce type de ligne de métro. Parce que si on fait une ligne de métro à Lyon, on ne fait plus rien sur le territoire pendant 10 ans. Et vous imaginez bien que les habitants de l'Est, du Nord et du Sud ne vont pas dire « attendez, mettez tout l'argent à l'Ouest et nous, on n'attend de rien ». Tout le monde a besoin aujourd'hui de renforcer les équipements. Donc il faut qu'on ait une approche d'intérêt général, qu'on puisse équiper l'ensemble du territoire avec des solutions différentes. Alors, de l'aérotram, des navettes fluviales sur le Val-de-Saône, ça peut être du prolongement de tramway à l'Est, ça peut être... Nous, on est convaincus qu'il faut résilier le contrat Rhône Express qui relie la gare à l'aéroport. Ouais, parce qu'il est trop cher Non, parce que c'est un contrat de concession illégal, au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est le seul contrat de concession en France où l'acteur public a tout payé. L'acteur privé n'a rien payé. Voilà. Il se contente d'engranger les bénéfices de l'exploitation. Ça, c'est pas du tout un contrat de concession. Et ça a été fait de façon malhonnête, c'est-à-dire qu'on a menti dans le montage. Alors c'est le département qui avait fait ça. La métropole a hérité de ça avec la fusion. Mais aujourd'hui, moi je pense que la métropole doit aller au tribunal pour faire résilier le contrat. Et on récupère cette ligne qu'on intègre dans le réseau TCL. Et du coup, on a un nouvel outil pour mieux desservir l'Est de la métropole. Mais il faut un peu, effectivement, je dirais, de volonté et de courage politique pour faire ce type de choses. Mais c'est ce dont on a besoin aujourd'hui sur le territoire. Et concrètement, l'aérotram, justement, à quoi est-ce qu'il ressemblera, votre aérotram ? Oh bah, vous avez tous vu des téléphériques en montagne. Voilà, c'est la même technologie. C'est-à-dire que vous avez quelques piliers, tous les 1 km, 1 km et demi. Vous avez 3 câbles métalliques dans un sens et 3 dans l'autre, et puis des nacelles.
Et les nacelles, vous les dimensionnez selon les besoins du territoire. Donc comme on est dans l'hypercentre à Lyon, on aura des nacelles certainement de 30-35 places. Et puis ces nacelles, elles sont clippées au câble et vous en mettez plus ou moins selon l'heure de pointe, selon le... Voilà, mais c'est regardez des modèles sur ce qu'est en train de faire Toulouse par exemple, ou alors Brest a monté une ligne mais qui est un peu plus petite, donc c'est pas forcément un très bon exemple mais vous avez des villes comme Koblenz en Allemagne qui ont monté ça, il y en a à Lisbonne, il y en a aux États-Unis, voilà, il y a plein de modèles différents, mais c'est une technologie qu'on maîtrise parfaitement en France puisque c'est une technologie de montagne. Donc voilà, les entreprises étaient d'ailleurs souvent françaises, hein, celles qui ont créé ça. Elles sont autrichiennes ou italiennes pour les autres. Voilà, ou suisses, on sait parfaitement faire. Ce n'est vraiment qu'une question de volonté politique pour mettre en place cet outil qui est, à tous les égards de notre point de vue, plus performant et plus efficace que ce qu'on pourrait imaginer dès lors qu'on franchit un obstacle. L'enjeu, c'est pas de faire ça à plat. Ça sert à rien de faire ça à plat. À plat, il vaut mieux des lignes de bus dédiées ou des tramways, etc. Mais là, on est sur un relief, c'est le meilleur outil. Est-ce que vous, d'un point de vue écologique, vous souhaiteriez mettre en place, comme à Paris, à l'intérieur du périphérique lyonnais, une zone où, à partir du critère 4, par exemple, on n'a plus le droit d'entrer dans la ville? Est-ce que vous avez ce souhait-là de... Non, je pense que c'est une mauvaise idée, en fait. C'est-à-dire que ça soit ça, que ça soit des péages urbains, que ça soit des zones d'exclusion, en fait, on ne peut pas opposer les gens qui viennent travailler tous les jours à Lyon à ceux qui habitent. Voilà. Et ça, si on avait ne serait-ce qu'un seul enseignement à tirer de la crise des Gilets jaunes, ça devrait être celui-là. À un moment donné, le territoire est attractif, donc effectivement, il y a plein de gens qui viennent y travailler. On ne peut pas envoyer un message à ces gens-là en leur disant « Ah ben, si vous venez travailler chez nous, il faut que vous ayez la bonne voiture ». Nous, notre objectif, c'est d'apporter des alternatives à ces personnes-là pour qu'elles n'aient pas à venir en voiture. Et donc, l'aérotram s'en est un, mais en fait, on va nous développer sur l'ensemble du territoire 50 lieux qui seront des parcs relais significatifs où les gens pourront s'arrêter, qui seront des lieux pour travailler à distance. Alors, il y a beaucoup de centres de coworking à Lyon, mais le paradoxe, c'est qu'ils sont tous en centre-ville. Moi, je pense qu'on a plutôt besoin à l'extérieur que dans le centre, pour faire en sorte que les gens puissent travailler à distance, puisqu'on n'a plus besoin de venir tous les jours à 8 h au bureau. Ça, c'est pas vrai, ce sont des vieilles habitudes. Donc, cassons ces habitudes, donnons les moyens aux gens de travailler à distance sur une partie de la journée, une demi-journée, voire une journée de temps en temps. On aura beaucoup réduit le flux de véhicules, et ces lieux, ils sont tous connectés avec le reste du territoire par des transports en commun. Il y a 37 gares à Lyon qui sont très peu utilisées. Si on rééquipe ces gares avec ces parcs de stationnement, ces lieux de travail, on aura des gens, et donc on aura un effet de levier pour dire à la SNCF et à la région de remettre des trains. Voilà, c'est ça nous ce qu'on veut faire. C'est pas opposer les gens les uns aux autres, c'est apporter une alternative à ceux qui viennent travailler tous les jours pour venir autrement qu'en voiture. En parlant de transport en commun, justement, Gérard Collomb, par exemple, avait imaginé un RER lyonnais. Oui. Est-ce que vous souhaitez faire la même chose? Est-ce que pour vous, ça semble une bonne idée pour Lyon? Est-ce qu'il faut un RER à Lyon? La question, c'est qu'est-ce qu'on met sous ce mot-là? Qu'est-ce que c'est qu'un RER à la lyonnaise, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle. Avec le schéma là, que je vous ai décrit, aujourd'hui, pourquoi on n'a pas de train? Plus de trains. Parce qu'on est dans une espèce de cercle vicieux. La SNCF et la région disent « mais moi je ne mets pas de train parce qu'il n'y a personne qui veut prendre un train ». Et les gens disent « il n'y a pas de train, donc je ne prends pas le train ». Et pour sortir de cette boucle-là, la SNCF et la région ne remettront pas plus de trains parce que c'est leur compétence et qu'il n'y a pas de raison qu'elles remettent plus de trains sur simple injonction de la métropole. En revanche, si on densifie l'environnement des gares avec des parcs relais, avec des lieux pour travailler à distance, donc on ramène des gens, on refait une forme de centralité autour de ces gares, et bien là, du coup, on pourra dire à la SNCF et à la région, regardez, il y a plein de gens, remettez des trains. Voilà. Donc là, on aura peut-être un RER à la lyonnaise. Mais la simple déclaration d'intention de dire on veut un RER à la lyonnaise, sans autre forme d'équipement ou d'alternative ou de politique incitative, je crois que ça ne fonctionnera pas. Quel financement est-ce que vous comptez consacrer justement à ces nouveaux moyens de transport que vous souhaitez mettre en place? Nous, on a chiffré notre projet en la matière à 2 milliards d'euros, ce qui correspond à la capacité d'investissement du Citral sur le prochain mandat. Sans augmenter les tickets,
sans recourir abusivement à l'emprunt et sans gréver les capacités financières de l'institution par la suite. On entend beaucoup de chiffres dans cette campagne, les milliards pleuvent un peu partout. Le plus souvent, on sent beaucoup d'arguments pour expliquer d'où viendrait l'argent en question, etc. On vous promet plus de subventions au Citral, etc. Mais là, ça fait 3 ans de suite que la métropole réduit son financement au Citral, de 5% chaque année. Voilà. Et le président de la métropole est en capacité de dire aujourd'hui, je doublerai le financement au Citral. Voilà, ça fait 3 ans qu'il réduit de 5%, et là, d'un seul coup, demain, il le doublerait. Moi, j'ai besoin de cohérence en politique. Voilà, je ne comprends pas ça, ce décalage entre cette pratique et cette promesse. Donc, nous, on a construit un projet en se disant, voilà quel est le budget disponible, qu'est-ce qu'on peut faire avec, de la meilleure façon, optimisons l'argent public. On n'est pas que dans une période de sobriété énergétique, on doit aussi être dans une période de sobriété financière parce qu'on est déjà collectivement très endetté. Et que l'argent, c'est pas parce que les taux sont à zéro qu'il faut continuer de dépenser de l'argent dans des projets délirants. Il faut qu'on ait des projets efficaces. Voilà. Donc avec 2 milliards, on est en capacité d'équiper vraiment le territoire et de le faire changer de dimension en termes de mobilité. C'est ça notre approche. Donc vous souhaitez augmenter la part de participation à Citral de la métropole? En l'état, si on stabilise le financement, aujourd'hui la quote-part usagée, la quote-part subvention et la quote-part impôt, on fait cet investissement. Voilà. Donc vous vous dites, notre raisonnement, ça a toujours été de dire on doit pouvoir faire mieux avec ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est notre fil conducteur, ce qui veut dire qu'effectivement, on n'a pas de proposition d'augmentation d'impôts dans notre démarche. Je crois qu'on est dans une période où les gens n'entendent plus ça, parce que les gens se posent la question de savoir à quoi sert l'argent public. Donc il va falloir qu'on démontre l'efficacité de cet argent public, et ensuite on verra. Parce si on recrée de la confiance, on pourra dire, mon Dieu, si là il faut qu'on augmente un peu les impôts, parce qu'il faut qu'on fasse ça, etc. Mais le consentement à l'impôt, c'est quelque chose qui existe. C'est un des fondements de la Révolution française en l'occurrence, mais c'est quelque chose d'important. Les gens sont prêts à payer des impôts. Moi, j'en suis convaincu. Mais à un moment donné, s'ils ne comprennent plus à quoi ça sert, et du coup, ils ont moins envie de les payer. Donc il faut redémontrer que l'argent public, il est bien utilisé. Donc avec cette ligne de conduite qui est de dire on peut faire mieux avec ce qu'on a, on va essayer de démontrer qu'aujourd'hui, on peut faire un bon usage de l'argent public. Et puis on verra dans 6 ans, dans 10 ans, comment on pourra évoluer en la matière. Alors une campagne politique, c'est aussi l'actualité, bien évidemment. Et en ce moment, on parle beaucoup du Covid-19. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour rassurer les Lyonnais et les habitants de la métropole par rapport à cette épidémie qui se prépare, certainement une pandémie, on ne sait pas encore, mais que comptez-vous faire pour les rassurer par rapport à ça? En la matière, je crois que la seule méthode, c'est la transparence. C'est-à-dire, c'est partager le plus possible les connaissances dont dispose l'acteur public. Il faut être extrêmement transparent. Aujourd'hui, l'État, parce que c'est sa compétence, doit être extrêmement transparent sur son niveau de connaissance du virus, sa propagation, sa dangerosité, la mortalité potentielle, etc. pour éviter que, à la fois, de fausses rumeurs se répandent, que des charlatans proposent des remèdes miracles, parce que l'avantage d'Internet, c'est qu'on y trouve beaucoup de choses, l'inconvénient d'Internet, c'est qu'on y trouve aussi n'importe quoi. Et que plus on aura de transparence, plus on démontrera aux gens qu'on a aujourd'hui les moyens de réguler, de contrôler, d'atténuer ce type de dangerosité. Voilà, je pense que la seule méthode en la matière, c'est la transparence, il n'y en a pas d'autre. Ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est que à toute crise, il y a des éléments positifs à ressortir, c'est qu'on s'est remis à parler de télétravail. Et nous, on est convaincus que c'est un bon outil, le télétravail, et que ça ne doit pas être un outil dont on sert uniquement quand il y a une grève des transports ou quand il y a un virus. C'est un bon outil, donc l'utilisons tout le temps, et on verra que ça améliorera considérablement la qualité de l'air, la mobilité sur le territoire, un certain confort de vie aussi, parce que voilà, les gens ne prennent pas un malin plaisir à se mettre dans les embouteillages pendant 1 heure et demie. Et que si ça doit nous servir à quelque chose, au moins que ça serve à ça à terme. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous pensez que dans les mesures qui sont mises en place par le gouvernement, par les mesures, par exemple les rassemblements de plus de 1000 personnes qui sont interdits, les manifestations, etc., est-ce que vous pensez que
le gouvernement en fait trop? Est-ce qu'il n'en fait pas assez? Est-ce que c'est le juste milieu? Honnêtement, c'est difficile d'avoir un avis là-dessus. Moi, j'ai pas les données scientifiques de base dont le gouvernement dispose. J'en collecte comme ça, comme tout le monde, hein. Je lis les informations, j'essaie de me documenter. De ce que j'entends, c'est un virus qui, en tant que tel, n'est pas beaucoup plus dangereux qu'une grippe sévère, mais qu'en revanche, il se propage beaucoup plus vite. Voilà, et donc il faut éviter la propagation. Après, je regarde, voilà, l'Italie a mis le pays en quarantaine, en disant à tout le monde de rester chez eux. En France, on a mis une jauge sur les rassemblements de 1000 personnes. En Corée du Sud, ils font encore différemment. Et ils ont choisi plutôt, eux, de multiplier l'évaluation de santé des gens pour savoir vraiment quel était l'état de chaque... Enfin, je pense que chaque État essaye de faire des formules différentes. On verra au terme de ce moment difficile là, sur le plan sanitaire, qui aura eu la réponse la plus efficace. Mais je pense que tout le monde tâtonne en fait en la matière. Et que les expériences qui sont issues de pandémies en Afrique, de type Ebola, etc., étaient souvent plus réduites en termes de territoire et en termes de volume. Voilà, la grippe espagnole, on s'en souvient tous dans les histoires, mais plus personne n'en a la mémoire physique. Voilà, donc je pense que le gouvernement tâtonne, apprend, prend des décisions, peut-être bonnes ou mauvaises, mais je ne me sens pas, moi, suffisamment informé pour être en mesure d'évaluer la pertinence de leur information. Et si vous en aviez le pouvoir, est-ce que vous seriez tenté de mettre la métropole en quarantaine, par exemple? Non, je pense pas. En l'état de mes connaissances, je dirais que non. Mais moi, je mettrais l'accent sur la transparence de l'information dont je disposerai en tant que président de la métropole, parce que pour le coup, le président de la métropole a des infos, hein, puisqu'il est en réunion régulière avec le préfet. Je communiquerai le plus possible pour que les gens soient informés, rassurés tant que faire se peut, et surtout éviter de tomber dans la psychose, partager des consignes, et travailler avec les services sanitaires du territoire pour s'assurer qu'on puisse intervenir, prévenir, répondre rapidement dès lors qu'il y a des gens qui pensent être malades. Voilà. Moi, je ne crois pas aujourd'hui à la pertinence d'une quarantaine sur le territoire. Et d'ailleurs, il y a encore une dizaine de jours, des gens disaient les élections vont peut-être être annulées à cause de ça. Je crois qu'on est mercredi, c'est dimanche. C'est peu probable que ça soit le cas, mais je crois qu'on ne sait pas bien en fait. Tout le monde est un peu dans l'expectative. Vous pensez qu'à tout moment, le gouvernement peut dire on annule Je n'en sais absolument rien. Par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'il faut fermer les lieux les plus fréquentés, par exemple la gare de Lyon-Pardieu ou l'université ou les... par exemple? Ça vous arrangerait peut-être, mais... Non, je crois pas. Enfin, de toute façon, dans une zone comme la métropole, on est sur un territoire très dense, hein. Donc les gens se croisent. Voilà. Après, si on nous explique que la propagation se fait par l'air, en fait, on ne sait pas bien aujourd'hui. On nous dit qu'il faut se laver les mains, qu'il ne faut pas se toucher, que c'est une forme de propagation, donc plein de gens font attention à ça, d'autres pas. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans des mesures qui alimenteraient une forme de surinquiétude. Voilà. Il faut trouver les bons outils, mais là encore, moi je n'ai pas les éléments de base, donc je fais avec les bouts d'informations que j'ai trouvés. Voilà. Donc je ne peux pas avoir un avis très éclairé sur la question. L'actualité, c'est aussi la réforme des retraites et le passage en force du gouvernement avec l'article 49.3. Quel est votre avis là-dessus, déjà sur l'article 49.3 en tant que professeur de droit et par rapport au gouvernement en tant qu'homme politique, par rapport à l'action du gouvernement? Sur le 49.3, il faut être très très clair, c'est pas du tout à ça que cet article doit servir. Voilà. C'est un article qui permet, à un moment de blocage dans la discussion parlementaire, effectivement, d'engager la responsabilité des gouvernements sur un projet de loi. On n'est pas du tout dans un moment de blocage du débat parlementaire, parce que le débat parlementaire n'a pas eu lieu. On peut difficilement arguer qu'il est bloqué. Et c'est pas parce qu'il y a X amendements. De par le passé, il y a eu des débats parlementaires avec plus d'amendements que ça. Voilà, donc je trouve ça très maladroit. Juridiquement, moi, ça pose un problème. Je pense que c'est une pratique qui est contraire à la Constitution de procéder ainsi. C'est très maladroit politiquement, parce que ça laisse entendre que ce texte n'est finalement pas très bon et qu'on ne veut pas le mettre à la lumière du débat parlementaire.
Et je pense que malheureusement, ça contribue une fois encore à affaiblir un message politique sur un sujet qui faisait un peu consensus dans la campagne présidentielle. L'idée qu'il pouvait y avoir une réforme avec une forme d'universalité adaptée à ce qu'est le marché du travail aujourd'hui, c'est fini ça, plus personne n'y croit. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas de débat parlementaire, et si ce texte est adopté, ça sera reçu comme une forme de mépris, je crois, à l'égard de l'immense majorité des gens qui ont envie quand même d'avoir des idées claires sur ce type de réforme. Voilà, donc je pense qu'ils s'y prennent très très mal, et juridiquement n'importe comment. Mais voilà, c'est l'état de mes pensées aujourd'hui sur le sujet. Et le fait que ce soit juste avant les élections municipales, est-ce que vous pensez que ça pourrait vous faire gagner plus? J'en ai aucune idée. C'est trop, enfin je sais pas, ça c'est de l'ordre de l'alchimie ou c'est voilà, des sciences occultes, c'est impossible à mesurer. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Lafont. Je vous en prie. Donc on le rappelle, vous êtes candidat à la métropole et les élections c'est ce dimanche. Tout à fait. Pensez à voter.